Cette année, des soldats chinois et d'autres pays prendront part au défilé. En cette veille de cérémonie, le président chinois a été convié à des entretiens bilatéraux pour approfondir leur partenariat stratégique. Le président russe a déclaré que leurs relations sont mutuellement bénéfiques. Compte tenu de la situation géopolitique difficile et de l'incertitude mondiale, le lien entre la Russie et la Chine en matière de politique étrangère est le facteur de stabilisation le plus important sur la scène internationale. Nous prônons ensemble la formation d'un ordre mondial multipolaire, plus juste et plus démocratique. Un discours partagé par Pékin. Nos deux pays injectent une précieuse stabilité et une énergie positive dans un monde fracturé. Qui en profite aussi pour s'adresser au rival américain. Aujourd'hui, face à la tendance internationale à l'unilatéralisme et à un comportement de harcèlement hégémonique, la Chine travaillera avec la Russie pour assumer les responsabilités spéciales des grandes puissances mondiales et des membres permanents du Conseil de sécurité et pour se dresser courageusement. Les deux dirigeants ont par ailleurs annoncé qu'ils signeraient un nouvel accord d'investissement. La Chine est le principal partenaire commercial de la Russie, une position qui s'est renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Leur coopération devrait s'étendre à des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, l'aérospatiale ou encore l'aviation. On retrouve à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, la Maison-Blanche va bien sûr regarder de près ce qui se dit aujourd'hui et demain à Moscou entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, car une visite du président chinois à Moscou dans le contexte que l'on connaît n'est jamais neutre. Non, absolument. Et nous pouvons même oser dire que la grande originalité de cette guerre en Ukraine, c'est justement le rôle de la Chine dans le conflit. Un rôle conforme à celui de la Chine sur la scène internationale, on vient de le voir, c'est-à-dire puissant, efficace, mais surtout discret. Maintenant, prenons les choses dans l'ordre. Avant même l'offensive russe en Ukraine, on s'en souvient, le régime de Vladimir Poutine subissait les sanctions économiques qui visaient à faire rentrer la Russie en récession, ni plus ni moins. L'objectif assumé des Européens et des Américains, avant l'arrivée de Donald Trump, il y a 3 mois maintenant, était bien de faire plier Moscou, d'une part en contraignant la Russie à maintenir un effort de guerre au-delà de ses capacités financières et militaires, tout en paralysant le pays économiquement. Seulement voilà, les stocks d'obus de 155 de l'artillerie russe ne se sont jamais totalement épuisés, et à la grande surprise du monde. Et la santé économique du pays a largement surpris également les alliés de l'Ukraine. Ce n'est évidemment pas l'aide iranienne ou nord-coréenne qui a été le game changer du bras de fer entre l'attelage américano-européen et Vladimir Poutine. Pour Moscou, il aurait été impossible, ne serait-ce que de se maintenir dans ses positions, dans ses tranchées à l'est de l'Ukraine, sans une aide militaire franche et directe de Pékin, évidemment. Idem pour les rayons des supermarchés moscovites que la propagande russe n'a pas cessé d'ailleurs d'exposer ces derniers mois à grand renfort de vidéos TikTok. La Russie n'est pas aux abois, et elle le doit évidemment à Xi Jinping. Ne nous racontons pas d'histoire non plus. Pour Washington, c'est une impasse. C'était déjà une impasse sous Joe Biden, et Donald Trump l'avait compris d'ailleurs, bien avant la fin de la campagne présidentielle. Maintenant, la stratégie de Donald Trump, si on peut appeler ça une stratégie, a été ces derniers mois de flatter Moscou, on l'a vu, pour tenter de rompre l'alliance des moujiks et de la superpuissance communiste. Mais visiblement, le calcul du président américain était à peu près aussi simpliste que faux. Le financement indirect de l'économie russe par Pékin est toujours indispensable à Vladimir Poutine, et même la perspective de se faire offrir un quart de l'Ukraine à la découpe par Washington n'a pas suffi pour que l'amitié un peu imaginaire, il faut le dire, entre Poutine et Trump se traduise en réalité en une paix durable. Pourtant, l'attelage Moscou-Pékin aura probablement une fin, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas dans le tempérament de Vladimir Poutine de voir son pays inféodé au Parti communiste chinois. On le sait également. La question à ce stade reste donc double. D'abord, combien de temps le pacte sino-russe peut-il tenir, et surtout, quel est le prix territorial que Kiev finira par payer? Voilà en substance ce que les diplomates du département d'État américain essayent chaque jour de deviner depuis leur bureau de Washington, mais jusqu'à présent sans grand succès.
Et la transition vers ma prochaine question est toute trouvée, Mathieu, sur ce plan de Donald Trump pour l'Ukraine. On n'en parle quasiment plus dans les médias. C'est évidemment un revers pour le président américain qui avait juré, on s'en souvient, de régler le conflit rapidement. Il reste quoi désormais à Donald Trump dans sa manche comme arme ? Alors d'abord, effectivement, c'est un revers et vous avez raison de le rappeler. Donald Trump pourra s'énerver autant qu'il veut. Il apprend en ce moment, en quelque sorte, que la marche du monde n'obéit pas aux mêmes règles que la vente d'immeubles à la découpe à Manhattan. Pardon pour la comparaison. Comme beaucoup d'Européens, l'entourage de Donald Trump continue néanmoins à penser que Moscou devra tôt ou tard choisir entre une alliance avec le bloc occidental, pour faire simple, et une soumission pure et simple, économique en tout cas, et stratégique à Pékin. Alors maintenant, quels sont les atouts de Donald Trump ? Son seul succès revendiqué, celui que l'on connaît aujourd'hui, est ce fameux deal sur ce que l'on appelle les terres rares ukrainiennes. Si ce butin avait la valeur que Donald Trump prétend qu'il a, les prochaines négociations pourraient porter sur non seulement la reconnaissance d'une Crimée russe et de quelques oblasts au passage, mais également sur un partage du fameux butin. Seulement voilà, les conquêtes territoriales russes sont aujourd'hui